Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Christian Estrosi, qui sera le candidat de l'UMP aux élections régionales en Provence-Côte d'Azur, a eu des mots très durs hier. Et il a dit notamment que la France devait faire face à une 5e colonne islamiste et que la 3e guerre mondiale était déclarée à la civilisation judéo-chrétienne. Est-ce que c'est des mots que vous reprendriez ? Bon, vous savez, souvent, l'outrance des mots cache la faiblesse de l'action. C'est des mots outranciers, d'après vous. On n'a pas attendu d'abord M. Estrosi pour savoir que l'islamisme, le fondamentalisme islamiste nous avait déclaré la guerre. Le seul problème que je pose à M. Estrosi et à son camp, l'UMP, c'est de savoir de quel côté ils sont. Le mot de guerre, vous le reprenez à votre compte. Oui, ils nous ont déclaré la guerre. Enfin, je veux dire, quand on fait des morts, quand on nous attaque, et quand on nous attaque en France et à l'étranger, oui, on nous déclare une forme de guerre qui ne ressemble pas aux guerres précédentes, mais c'est une forme de guerre, et il faut le savoir, et il faut se défendre, et il faut Donc combattre. Christian Estrosi emploie les termes adéquats. Non, mais les mots, si vous voulez, veulent cacher la faiblesse de l'action, parce que le seul problème dans ce camp-là, si on reprend ces termes, alors dans quel camp se trouvait son parti ? Qui a-t-il armé ? Est-il certain d'avoir été du bon côté ? Parce que moi, je rappelle quand même l'action ou l'inaction de l'UMP, c'est-à-dire le parti de M. Estrosi. Intervention en Libye, qui a quand même mis les djihadistes au pouvoir, c'est-à-dire les gens qu'on serait censé combattre dans la vision de M. Estrosi, c'est-à-dire désarmement de l'État, désarmement de notre police, notre gendarmerie qui n'a jamais été autant affectée sous Nicolas Sarkozy, désarmement de l'armée française qui a souffert aussi énormément, désarmement du renseignement, disparition des frontières nationales qui sont quand même des filtres sécuritaire également, explosion du communautarisme. Qui est responsable de tout. La politique, non, mais avec le PS. Mais la politique de l'UMP sous Nicolas Sarkozy a été dramatique et en tout cas a fourni des armes à nos adversaires à tous les niveaux. Jamais autant la laïcité n'avait reculé et l'islamisme ne s'était imposé. Alors évidemment, M. Estrosi est dans l'outrance verbale pour des raisons électorales, mais cache une inaction coupable parce que son parti, c'est le parti de l'immigration massive, c'est un parti qui a organisé le communautarisme et qui est extrêmement responsable de la situation actuelle. Et je pense notamment à la responsabilité de M. Sarkozy, encore une fois, en Libye. Je pense que dans ces conditions, M. Sarkozy n'aurait qu'une seule chose à faire, venir devant les Français, leur demander pardon pour ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui on en paye le prix fort, très très fort, et je crains que demain on le paye encore plus, et renoncer définitivement à l'engagement politique. Parce que quand on a commis une faute politique aussi lourde de conséquences pour son propre pays... Vous demandez aujourd'hui à Nicolas Sarkozy d'arrêter la politique. Oui, je crois que l'affaire libyenne le disqualifie totalement, le disqualifie politiquement, le disqualifie moralement, le disqualifie en termes de compétences. Et je pense qu'il serait plus digne de sa part qu'il renonce, après une telle faute, à continuer l'engagement politique. Voilà un engagement qu'il devrait prendre. Pour le reste... Eh bien, si nous voulons mener cette guerre, moi je dis aux Français, je pense qu'ils en sont de plus en plus conscients, au moins intuitivement, ne faites pas confiance à ceux qui nous ont désarmés hier. Parce que l'UMP comme le PS nous ont désarmés. Je ne parle même pas du gouvernement socialiste actuel qui ne fait strictement rien contre la menace djihadiste. Où est la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux ? On l'attend toujours et nous la proposons depuis longtemps. Où est le retour nécessaire des frontières nationales ? Rien. Où est la lutte contre l'immigration massive et le communautarisme ? Rien non plus. On continue comme avant. Eh bien, continuons comme avant. Demain, le prix en sera très fort si on ne change pas. Il y a une chose qui change, c'est la loi sur le renseignement, qui est discutée en ce moment au Parlement. Elle va donner plus de pouvoir aux services de police, plus de pouvoir au renseignement, et les députés du Front National vont voter contre. Pour quelle raison ? Oui, parce que c'est une loi, si vous voulez, qui est à la fois très grave du point de vue des libertés publiques. On l'a appelé 100% flicage, 0% sécurité. Pourquoi ? Ça, c'est un slogan. Oui, mais c'est un slogan, c'est pas simplement un slogan, c'est une réalité. Parce qu'à la fois, on prend des mesures qui font reculer les libertés publiques de manière considérable, parce que quand vous pouvez être mis sur écoute, ou votre Internet surveillé, les sites que vous consultez surveillés, simplement par l'autorité administrative, sans aucun soupçon, sans contrôle de la justice, ça s'appelle du flicage généralisé. François Hollande a dit qu'il consulterait le Conseil constitutionnel pour savoir si cette loi était constitutionnelle. Donc, oui, ce qui prouve qu'ils ne sont pas sur deux, mais moi je ne fais pas totalement confiance, c'est mieux que rien, mais je ne fais pas totalement confiance au Conseil constitutionnel qui s'est déjà lourdement trompé par le passé plusieurs fois. Mais le problème de cette loi, c'est non seulement ce qui y est, c'est-à-dire une menace pour l'opposition politique et pour les libertés publiques, et les Français doivent savoir que l'autre problème dans cette loi, c'est ce qui n'y est pas.
Et encore une fois, quand on ne donne pas de véritables moyens, je dis réels, matériels, en termes humains, en termes de capacité à nos forces de police, de gendarmerie et de renseignement, à l'armée française qu'on va continuer de dépecer demain, alors on ne fait pas grand-chose, on ne fait même rien. Quand on ne rétablit pas des frontières nationales et qu'on continue avec l'ouverture totale des frontières de l'Union européenne, de l'espace Schengen, alors c'est du vent, alors c'est du blabla. Alors on prend les Français pour des idiots. Et moi je ne veux pas qu'on prenne mes compatriotes pour des idiots, je veux qu'on les protège et qu'on les défende. C'est pour cela que nous proposons une batterie de mesures infiniment plus efficace et moins dangereuse pour les libertés publiques que cette loi. Je reviens à un autre sujet. Nicolas Sarkozy veut changer le nom de l'UMP. Il veut appeler l'UMP les Républicains. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, c'est un nouveau bide, parce qu'on voit que quelques sondages démontrent que ça a été très mal accueilli dans sa propre famille politique, ça ne passe pas. Sarkozy a perdu depuis quelque temps la vista, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y arrive plus, il ne trouve plus les bons mots, il ne trouve plus le bon angle, en une raison de plus peut-être pour savoir partir. Et puis, je crois que derrière ce terme, les Républicains, ressurgit une espèce de fascination de Sarko l'américain, vous savez, fascination pour les États-Unis. Il y aurait les Républicains, on copie le parti américain. Il ne manque plus que le PS se renomme les démocrates et la boucle sera bouclée. La boucle de leur soumission aux États-Unis sera bouclée. Alors, les Républicains... Les socialistes ne parlent pas du tout de ça. Il paraît que M. Valls a déjà évoqué l'idée de rebaptiser son parti les progressistes ou les démocrates. Ça tomberait bien. Mais c'est vrai, aujourd'hui, là, c'est Nicolas Sarkozy et les Républicains. C'est une fascination américaine qui se cache derrière, assez malsaine. C'est une volonté en réalité de ressembler à M. Bush. C'est Nicolas Walker Bush. Et la ressemblance est tellement frappante que George Bush Jr., vous savez, avait déjà détruit l'Irak et déstabilisé la région avec des conséquences dramatiques. Sarkozy a fait la même chose en Libye, donc on voit que la ressemblance va jusqu'au bout. Alors on lui conseillera une seule chose, c'est de s'éloigner des bretzels, parce que ça pourrait être dangereux. La question des migrants en Méditerranée, la tragédie des migrants en Méditerranée, l'Europe a décidé de tripler les moyens de surveillance. Est-ce que c'était la bonne solution ? Non, parce que c'est dans le cadre du dispositif européen, européiste, Frontex, qui est totalement inefficace. Et surtout, il ne faut pas que les Français se trompent encore une fois. L'objectif de l'Union européenne, c'est d'accroître l'immigration. L'Union européenne n'est pas là pour lutter contre l'immigration et ne le fera jamais. Je cite le président du Parlement européen, M. Schulz. Il a dit il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, il faut créer plus de voies d'entrée légale en Europe. Ça, ce sont les institutions européennes qui parlent, donc les chefs de ces gens-là, de ces messieurs-dames de l'UMP et du PS qui sont soumis à l'Union européenne. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les bateaux, un peu à l'australienne, ça a été très efficace et c'est très humaniste parce que ça évite les morts. C'est prendre les bateaux et les reconduire vers les ports d'origine, non pas vers le continent européen. Même si les bateaux sont en train de couler ? S'ils sont en train de couler, alors il vaut mieux intervenir tout de suite, évidemment, mais ensuite les reconduire vers les ports d'origine. C'est une politique dissuasive qu'il faut mener pour atteindre l'immigration zéro et lutter contre l'immigration clandestine. Donc reconduite systématique des bateaux, ça coupera l'herbe sous le pied des passeurs et des mafias qui utilisent ces pauvres airs, ces pauvres diables pour les mettre dans des bateaux au risque de leur vie et les conduire par centaines de milliers en Europe, et puis supprimer les pompes sociale qui incite à l'immigration en France, notamment l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, mais aussi le statut des migrants demandeurs d'asile, qui est dramatique, qui coûte 2 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes, et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes refusé en asile, bien dans seulement 1% des cas, vous êtes reconduit à la frontière. 1% des cas. Merci.